Voilà. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir au nom de l'ANFH donc pour cette série de rendez-vous qui est un peu innovante dans leur format, puisqu'on est dans le cadre des Carrefour Formation qui généralement réunissent en présentiel en fait un grand nombre d'établissements et de représentants des RH et de la formation dans la région. Et cette année, en fait, donc l'ANFH vous propose une série de 3 rendez-vous donc, que Christine Regrin aura le plaisir de vous présenter. Donc moi, je suis Virginie Louise, je suis directrice conseil à l'ANFH et donc je travaille à la fois sur les cartographies des métiers et également différentes études avec Audrey Bernard qui voilà, va m'accompagner dans cet échange. Alors, pourquoi cette réunion? Alors, déjà parce que, vous le savez bien, la question des métiers en tension est une vraie problématique hein, dans la fonction publique hospitalière, dans la santé et le médico-social de manière générale, et la Bretagne n'est pas épargnée. Et puis aussi parce qu'on a fait donc une étude sur le sujet et que c'était en fait l'occasion de partager ces résultats avec vous, à la fois sur les constats, mais aussi sur un certain nombre d'initiatives et de bonnes pratiques qui ont été mises en place par les établissements. Et c'est surtout sur ces éléments-là, d'ailleurs, qu'on vous sollicitera pour partager et intervenir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais passer la parole à Christine Regrin, donc, qui est coordinatrice du comité territorial de l'ANFH Bretagne et qui va vous accueillir au nom de l'ANFH. Bonjour à tous et à toutes. L'ANFH a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour l'ouverture de notre journée Carrefour Formation, qui est devenue une institution depuis de nombreuses années. Exceptionnellement pour les raisons que vous connaissez, l'ANFH a dû dématérialiser sa journée régionale, programmée initialement à l'issue de la réalisation de la cartographie des métiers de la fonction publique hospitalière en 2020. Nous avons décidé de basculer cette année en format digital pour pouvoir restituer tous les éléments d'enquête complémentaire effectués. L'objet de ces 3 webinaires, qui se tiendront chacun des 3 mardis de juin à 14 h, sera aussi de faire témoigner et d'échanger sur le triptyque attractivité, recrutement et fidélisation aujourd'hui fragilisé. Alors aujourd'hui, nous allons aborder les questions de difficulté de recrutement des personnels. La semaine prochaine, nous aborderons l'intégration des nouveaux agents. Et pour terminer, nous aborderons la mobilisation des leviers de fidélisation et d'attractivité possibles et exploitables dans la FPH, en tenant compte des attentes actuelles des agents. Pour l'occasion, nous tenons tous les membres d'instance de l'ANFH et moi-même à remercier chacun de nos adhérents qui nous font confiance en utilisant nos outils, en participant à nos enquêtes, et comme sur ces webinaires, et en témoignant ou seulement en assistant aux manifestations régionales. Enfin, je tiens à vous informer qu'à l'issue des 3 conférences, les enregistrements seront disponibles, mais aussi et surtout notre prochaine édition événement formation sera entièrement consacrée à ce sujet, de la gestion des métiers en tension. Pour l'occasion, notre nouveau prestataire In Media Res, Madame Pierron, participera à l'ensemble de l'événement et pourra, selon les échanges, prendre contact avec certains des participants pour mettre en lumière vos expériences. Nous souhaitons enfin remercier par avance pour le travail de qualité déjà produit notre prestataire BVA, notamment Madame Virginie Louise, nos partenaires principaux qui continuent à nous accompagner dans la production des animations territoriales, la FHF, l'ARS Bretagne, le Conseil régional et très récemment Pôle emploi et les missions locales, pour nos collaborations en cours qui devront sans aucun doute être consolidées et se généraliser. Soyez assurés que l'ANFH Bretagne s'attachera toujours à poursuivre ses objectifs de montée en compétences de nos agents vers l'amélioration des compétences, l'évolution professionnelle, quels que soient les niveaux, les compétences de base à l'obtention des diplômes et études promotionnelles. La formation sera sans aucun doute au cours de ces visioconférences identifiée comme l'un des leviers importants à cette tension dans nos métiers. Sans plus attendre, je laisse la parole à Madame Virginie Louise
Bons travaux à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction qui situe bien le propos et qui montre d'emblée toute la dimension partenariale aussi, puisque en fait, on va le voir sur ces questions d'attractivité, de recrutement. Effectivement, ce n'est pas nécessairement les établissements tout seuls, mais on voit qu'il y a vraiment des initiatives qui peuvent jouer à différents niveaux. Donc, je vais passer très, très vite. L'objectif, c'est effectivement de vous restituer les résultats, vraiment de partager des bonnes pratiques. Donc, on va vous l'expliquer. N'hésitez pas à réagir sur le chat ou à demander à prendre la parole. Hein. C'est vraiment l'un des objectifs de ce rendez-vous. Et puis, on prendra un petit temps à la fin pour recueillir aussi vos besoins. Dans le cadre de l'étude qu'on a menée, ont déjà été exprimés un certain nombre de besoins de formation en lien avec le recrutement, en lien avec le développement de la marque employeur, par exemple. Et voilà, c'est l'occasion aussi de revalider ces besoins et c'est important pour que la NFH puisse aussi développer des offres qui répondent à vos besoins. Alors, un petit temps pratique pour ceux qui n'utilisent peut-être pas totalement Zoom. Je vais laisser Audrey prendre la parole. Oui, merci Virginie. Alors, comme disait Virginie, cet espace, c'est aussi l'opportunité pour vous d'intervenir tout au long des enseignements qu'on va vous présenter. Donc, comment participer? Certains le connaissent déjà très bien, Zoom, d'autres peut-être un peu moins. Donc, pour faire apparaître la barre des fonctionnalités, il faut passer votre souris en bas de l'écran. Vous verrez, elle apparaîtra. Et donc, vous pourrez, en cliquant sur la fonctionnalité discussion, faire apparaître la fenêtre de chat qui apparaîtra à votre droite et intervenir, échanger, commenter, poser des questions pendant toute la durée de notre intervention. Il sera aussi possible pour vous d'intervenir oralement, n'hésitez pas. Et pour cela, et pour vous manifester, le plus simple, c'est de cliquer sur la fonctionnalité réaction, donc toujours située en bas de votre écran sur la barre de fonctionnalité, de cliquer sur réaction et de cliquer tout simplement sur lever la main ou partager un sentiment si vous le souhaitez tout au long de notre présentation. N'hésitez pas à tester de lever la main, ce sera juste pour du beurre. Et au moins, vous verrez. Donc, normalement, vous avez cette fonction. Voilà, moi, j'ai 3 participants qui ont levé la main. Donc, si jamais ça ne s'affichait pas sur votre écran, il arrive que sur la barre en bas, donc vous avez désactivé le son, arrêté la vidéo. Il y a plus sur la droite. Et pour certains participants, il est peut-être nécessaire de cliquer sur plus. Et là, vous verrez réaction. Voilà, on en est à 5 participants qui ont levé la main. Donc, voilà, n'hésitez pas à vérifier que tout va bien. Et puis, sinon, vous avez aussi la discussion sur laquelle vous pouvez réagir et on va essayer de suivre au mieux toutes vos réactions. Hop. Voilà, donc, voilà, juste lever la main et puis répondre à un petit sondage tout à l'heure. Alors, avant de rentrer dans la situation de la fonction publique hospitalière et plus particulièrement d'ailleurs la question des infirmiers et des aides-soignantes, je voulais en fait vous donner quelques éléments sur les questions plus larges d'attractivité et de recrutement en France. Ça nous a semblé intéressant parce qu'on s'est aperçu en travaillant dans différents secteurs que petit à petit, cette question de l'attractivité et des difficultés de recrutement n'était plus la question de certains secteurs d'activité ou certains métiers, mais que ça devenait quelque chose d'extrêmement partagé. Alors, on a compilé en fait un certain nombre d'enquêtes récentes, soit nos enquêtes, soit des enquêtes faites par Pôle emploi au niveau de l'APEC ou d'autres personnes intervenant dans le contexte RH. Et en fait, il y a un certain nombre de chiffres qui, je pense, vont vous parler assez rapidement. On a aujourd'hui 83% des entreprises qui disent qu'ils ont du mal à trouver des candidats. Donc, on est sur un problème qui est, vous le voyez, extrêmement partagé. Dans 68% des cas, il y a une problématique d'expérience, mais on a quand même 52% des entreprises qui constatent qu'il y a un manque de candidats. Si on rentre de manière un peu plus précise, on a les 3/4 en fait, des DRH qui considèrent que le profil est souvent difficile à trouver. On va avoir donc ces constats-là à la fois sur des métiers peu qualifiés ou sur des métiers au contraire beaucoup plus pointus. Donc on a un enjeu à la fois de volume finalement et puis aussi de ciblage en fait en termes de profil de personnes souhaitées. Et
et deux autres chiffres. Donc 63% concernent des postes récurrents pour lesquels on recrute régulièrement. Donc on est dans des situations comme les vôtres, hein, où on va avoir par exemple les aides-soignants ou les infirmiers avec vraiment des recrutements qui sont quasi permanents, notamment pour des remplacements. Et 64% qui sont des besoins à satisfaire en moins d'un mois. Alors, si je voulais partager ces chiffres-là avec vous, ce n'était pas forcément pour vous dire que voilà, le problème n'était pas que chez vous, mais aussi parce que ça veut dire qu'il y a en fait des mutations en, fait, en matière de recrutement et sur la manière de recruter, puisqu'en fait, de plus en plus, on voit que les entreprises ou les structures, hein, quel que soit leur statut, sont obligées d'être de plus en plus proactives en termes de recrutement et ne peuvent pas en fait se limiter à, par exemple, de la mise à disposition d'offres d'emploi sur des créneaux un peu classiques ou sur, par exemple, les candidatures spontanées. Autre constat, hein, qui fait écho à ça, c'est qu'on a en fait des recruteurs qui sont obligés de diversifier en fait leurs canaux, alors de sourcing, hein, donc la manière dont ils vont recruter. Donc ça peut être par exemple à la fois les offres d'emploi, mais aussi de pouvoir se rapprocher des écoles ou de faire, c'est des choses qu'on pratique par exemple chez nous, de la cooptation, c'est-à-dire qu'on incite en fait les salariés à nous préconiser, en fait, à communiquer aussi sur les offres, et puis également les réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment une démultiplication en fait de ces canaux, avec un phénomène qui est extrêmement clair, c'est que les réseaux sociaux, alors le web d'abord et les réseaux sociaux ensuite, sont de plus en plus utilisés, hein. On estime à x4 en 10 ans à peu près la manière dont les réseaux sociaux ont été utilisés pour le recrutement. On a aussi plus récemment le fait qu'on a des jeunes qui de plus en plus vont utiliser leur smartphone pour rechercher un emploi, ce qui veut dire aussi que sur les formats en fait, des annonces, on n'est pas tout à fait sur le même format que ce qu'on peut aller voir sur un site web. Donc ça, c'est vraiment des éléments, alors bien évidemment, hein, qui vont être un petit peu différentes selon les secteurs, mais c'est vraiment une tendance qui est lourde et qui incite en fait à faire évoluer la manière dont on recrute, quel que soit le secteur d'activité. Alors, je vous ai mis juste un exemple d'annonce sur Le Bon Coin. C'est vrai que ça faisait un peu sourire, hein, quand Le Bon Coin s'est positionné sur le marché des offres d'emploi. Aujourd'hui, c'est quasiment le plus gros job board. Voilà, de plus en plus, en fait, il se positionne là-dessus. Et voilà, quand on cherche, effectivement, on a pas mal de candidatures, d'offres d'emploi, voire de candidatures d'aides-soignants. Donc voilà, juste quelques éléments avant de rentrer dans le contexte spécifique de votre secteur. Alors, n'hésitez pas, hein, d'ailleurs à réagir à chaque fois sur ces constats, c'est vraiment l'objectif. Alors, je vais passer la parole à Audrey pour qu'elle vous restitue donc, ce qu'on a appelé le diagnostic de la situation régionale. Donc, c'est un diagnostic qui est issu d'une étude qui a associé d'ailleurs plusieurs d'entre vous, hein. Je pense qu'on a plusieurs participants qui sont présents. Et donc, elle va vous expliquer comment on a travaillé sur cette étude. Merci Virginie. Donc, en effet, je vais commencer par vous présenter le diagnostic de la situation régionale issu des entretiens qualitatifs qu'on a menés courant mars-avril de cette année, qui, vous le verrez, met en avant une forme de nouveau rapport de force entre les établissements et les candidats. Pour vous redonner en quelques mots les grandes lignes de l'objectif de cette étude, hop. Il était question de s'intéresser donc plus particulièrement à l'attractivité, la promotion et le recrutement des établissements. Et plus précisément, nous recherchions à la fois à identifier les bonnes pratiques. Alors, ça défile. C'est toi, Virginie, qui défile le document? Non, je ne sais pas. Vas-y, repars en arrière. Ça y est. Excusez-nous pour ces petits problèmes techniques. Donc, d'identifier les bonnes pratiques, les pratiques innovantes, mais également de disposer de retours d'expérience des nouveaux embauchés. Et dans ce contexte, nous avons notamment réalisé au total 17 entretiens
auprès de professionnels impliqués dans la promotion des établissements et des recrutements au sein de la fonction publique hospitalière, et également des entretiens auprès de professionnels nouvellement embauchés au sein des établissements pour mettre en miroir à la fois leur perception avec celle des encadrants et des directions, vous le verrez. En termes de profils, on avait une diversité de profils, notamment nous avons pu échanger avec un membre de l'ARS, des membres du conseil régional, des directeurs également d'établissements d'instituts de formation. Et nous avons également pu, pour la cible sanitaire et la cible médico-sociale, rencontrer une diversité d'acteurs qui allaient des directeurs d'établissement, de DRH, aux encadrants et aux cadres de santé. Comme je vous le disais, nous avons également pu bénéficier de la perception des agents récemment embauchés, donc depuis moins d'1 an en général. Concrètement, ce qu'on souhaitait mettre en avant aujourd'hui, ce qui est important et ce que je dois surtout, sur les éléments sur lesquels je dois surtout insister, c'est que c'est des éléments de perception, des choses que les interviewés ont mis en avant et nous ont dit durant ces entretiens. Tout d'abord, la première difficulté mise en avant, c'est le déficit d'attractivité des métiers soignants, lié notamment à des conditions de travail difficiles, des rythmes intenses et qui semblaient notamment complexes à accorder avec la vie personnelle. Un constat qui a été surtout partagé et mis en avant pour les métiers d'AS, d'aides-soignants, avec notamment des instituts de formation, hein, c'est ce que les interviewés nous ont dit, qui n'arrivent plus à faire le plein. On voit que l'image du métier d'AS est fortement dégradée, notamment en termes de représentation sociale. On voit que concrètement, les tâches sont qualifiées d'ingrates et justement n'attirent plus de profils sur ces sujets. Il y a également une faible considération de ces métiers, un métier qui a une faible reconnaissance en termes de diplôme, en termes également de rémunération, et donc du coup sont également citées des perspectives d'évolution qui seraient également limitées. Ces difficultés d'attractivité, ce déficit d'attractivité du métier d'AS est souvent aussi couplé à un autre enjeu, qui est un enjeu de démographie des personnels soignants, puisqu'en effet, la génération des post-baby boomers va prochainement partir à la retraite. Et donc, ça va poser une question de remplacement conséquent de ces personnels qui sera nécessaire pour les mois, les années à venir, notamment pour ces métiers d'AS. Donc ça, c'est une première difficulté qu'on a identifiée. Une seconde difficulté était surtout liée au rythme de travail, hein, qui a été assez récurrent dans les entretiens mis en avant, ce rythme de travail qui conduit à finalement des tâches qui sont perçues comme déshumanisées, qualifiées de rudes, qui entraînent une désaffection clairement du métier et qui peut s'expliquer au-delà des conditions de travail difficiles, également qui est lié à un problème de disparition du rapport aux patients. Les interviewés qu'on a rencontrés nous ont bien mis en lumière cette idée que finalement, ce métier, on est de plus en plus dans une industrialisation du soin, une forme de production à la chaîne, sans vraiment valeur ajoutée ni pour le patient ni pour le personnel. Et avec toujours ce sentiment d'être sous pression, en permanence en pression dans la réalisation de ces tâches. Et comme l'illustrent très bien les propos, hein, que vous voyez ci-contre sur ce slide, il n'y a plus de relation patient, les infirmières et même les aides-soignantes nous le reprochent aussi. Ils nous reprochent d'avoir industrialisé le soin, c'est une production de soins à la chaîne. Donc ça illustre bien ce rapport déshumanisé aux patients par rapport à ce métier d'aide-soignant. Autre difficulté mise en avant, plus prégnante pour les établissements de petite taille ou établissements excentrés, ainsi qu'identifiée également dans les EHPAD et les établissements en santé mentale, et notamment pour les jeunes candidats. On voit qu'il y a un sentiment de préférence affirmée pour les pôles hospitaliers au détriment justement de ces établissements, pour à la fois pouvoir découvrir une grande variété de soins offerts par les établissements qui sont considérés comme beaucoup plus attrayants pour apprendre, pour se former, pour découvrir finalement toutes les possibilités offertes du métier, avec notamment la présence dans ces pôles hospitaliers de services qualifiés de réputés,
de réputés actifs finalement sur ces enjeux et qui plaisent beaucoup pour leur dynamisme. Donc ça, c'est un point qu'on a également relevé au cours des entretiens. Et à cela s'ajoute aussi la raison de l'attractivité des lieux de vie, car ces pôles sont généralement situés bien souvent dans des villes plus attrayantes. Et donc, la localisation du site peut également jouer comme un levier ou au contraire comme un frein pour, en effet, ces établissements de plus petite taille ou ces établissements excentrés. Autre difficulté de recrutement mis en avant, c'est l'impact forcément de la crise sanitaire qui a joué et qui joue encore sur l'attractivité, puisqu'elle a exacerbé les tensions. On l'a vu à travers les discours, des tensions qui étaient déjà existantes, assez fortes, et qui les a renforcées finalement, avec deux principales difficultés, et notamment pour le métier d'infirmier, métier par rapport au métier d'aide-soignant, où les difficultés étaient déjà bien présentes par le passé. Il y a des difficultés qui ont été, on l'a vu, qui se sont développées notamment pour ce métier d'infirmier, avec deux éléments: le maintien des personnels en poste avec une hausse des départs à la retraite anticipée, une augmentation des réorientations et des reconversions professionnelles, et également une explosion du taux d'absentéisme. On est passé, pour certains nous ont dit, de 15 à 20%, avec des maladies, des sujets d'épuisement aussi psychologiques qui ont été mis en avant. Et cela, forcément, a un effet non négligeable sur le recrutement, car les établissements ont finalement peiné à trouver de nouvelles recrues qui seraient intéressées par le métier, le contexte de travail, pour les raisons qu'on a évoquées, notamment sur les conditions rudes de travail. Le verbatim, d'ailleurs, l'illustre très bien. Un des cadres de santé nous a dit que les agents sont sous pression. Il y a un moment où ils vont voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Beaucoup de gens partent pour changer de métier. C'est spectaculaire, ça fait peur pour l'avenir. Le recours également au CDD a également été pointé comme étant un frein au recrutement. En effet, certains nous ont dit que la règle à l'embauche, c'était le CDD. Et l'accès à un CDI était généralement plus compliqué, en tout cas plus long, était envisageable après une période de 1 an à 18 mois environ. Et donc à l'embauche, les agents ne sont souvent pas titulaires de leur poste, puisque cette titularisation intervient souvent au bout d'un certain nombre d'années, en moyenne 5 ans. Avec forcément des fortes difficultés de recrutement auxquelles les établissements sont confrontés, puisqu'il y a un certain, on l'a vu, par rapport à ces difficultés-là, certains établissements essayent justement d'assouplir ces règles, essayent d'allonger la durée des contrats, de favoriser le plus possible des CDI quand cela est possible. Mais cela reste très contraint, puisque les agents titulaires en arrêt maladie doivent être remplacés et sont souvent remplacés en effet par ces contrats courts. D'autres éléments viennent complexifier fortement le recrutement, tels que le manque de création de postes, des recrutements qui sont très ponctuels, ou encore des contrats de très très courte durée. Certains nous ont dit de 1 à 2 mois au grand maximum. On a également une dernière difficulté qui a été identifiée et mise en avant par nos interviewés, qu'on souhaitait partager avec vous aujourd'hui. C'est que certains interviewés nous ont mis en exergue le décalage finalement perceptible entre la sortie de formation et les moments où les établissements avaient finalement un fort besoin de recruter, l'été notamment pendant cette période estivale, avec des sorties de formation qui interviennent tardivement et qui vont complexifier le recrutement, notamment pour les IFSI, où on est en une fin de formation à mi-juillet, ou pour les IFAS également, avec le passage de 41 semaines de formation à 44 semaines. Donc les diplômés entreront donc sur le marché de l'emploi en août, ce qui va générer justement des problématiques de recrutement, puisque les candidats finalement ne seront pas disponibles pour assurer les remplacements des congés d'été. Donc des difficultés supplémentaires qui s'ajoutent à des difficultés déjà existantes et qui participent justement à freiner les possibilités de recrutement et à impacter l'attractivité des établissements. Ces difficultés et ces freins à l'embauche et à l'attractivité des métiers posent un certain nombre d'enjeux à prendre en considération pour les employeurs demain, et notamment sur un aspect, c'est que les candidats au poste d'AS et d'IDE sont de
plus en plus, on l'a vu désormais, dans une position de force vis-à-vis des établissements. Pourquoi ? Parce que nos interviewés ont exprimé le constat de plus en plus prégnant, ce qu'ils nous ont dit, d'une population professionnelle qui manifeste de plus en plus leurs exigences et desiderata, et n'hésitent pas à dire justement, à décliner des offres s'ils le souhaitent, si elles ne correspondent plus à leurs besoins, voire à changer d'avis très rapidement par rapport à ce qui avait été convenu initialement. Donc à accepter un autre poste ailleurs, comme le dit très bien ce cadre de santé. Certains ne se présentent même pas alors qu'on les a embauchés, d'autres font quelques jours et partent ailleurs, car ça ne correspond pas à ce qu'ils avaient imaginé. Et ceux qui sont en poste, par exemple, ils travaillent en EHPAD et on leur dit « mais on n'a pas de poste ouvert en ce moment sur le sanitaire ». Donc, ils vont chercher ailleurs. Donc, il y a vraiment une inversion du rapport de force en matière de recrutement, comme je vous le disais. Et cela pose des questions en termes d'enjeux, justement, pour demain, en termes d'attractivité. Sur le... Je ne sais plus si j'ai la... Oui, si j'ai la main. Avec une difficulté supplémentaire, du coup, qui se pose, c'est que les personnes en charge de ce recrutement n'ont souvent pas les compétences adaptées pour recruter. Ne serait-ce que pour faire passer finalement des entretiens d'embauche. Ils n'ont pas les compétences, les qualifications pour le faire, ne savent pas forcément comment mener un entretien d'embauche efficace et pertinent. Et il s'agit également d'un élément ici à intégrer dans les réflexions sur le renouvellement des stratégies de recrutement, et notamment en termes d'enjeux de formation qui pourraient être clés sur ce sujet. En parallèle, comme je vous le disais en présentation de l'étude, nous avons également interviewé des agents récemment embauchés pour avoir leur avis sur le sujet de l'attractivité et du recrutement. On a pu identifier que dans leur discours, il y a un certain nombre justement de points convergents avec ce que je viens de vous présenter, notamment sur le premier point, qui est le point de la volonté d'apprendre et le choix très réfléchi finalement de l'établissement pour eux et dans lequel ils veulent travailler pour satisfaire au mieux cette volonté d'apprendre, de découverte justement du métier, du contexte de travail. Et donc, on le voit bien hein, dans les propos, le discours qu'ils ont pu tenir, c'est qu'ici, en médecine gériatrique, ils nous disent « j'aime le contact avec les patients ». C'est plusieurs pathologies, il y a de l'action, des urgences, donc ils choisissent certains métiers pour apprendre, parce que c'est un bon service. D'autres nous disent « moi, j'aime ce qui est réa, soins intensifs, urgences, bref, les services actifs, ceux qui bougent, parce que ce n'est jamais la même chose et on apprend tout le temps ». Ou encore un autre agent, donc un infirmier qui nous disait que j'aurais aimé pouvoir émettre le souhait d'un service, car ça peut déterminer vers quel hôpital il nous oriente, et parfois ce n'est pas forcément le cas. C'est ce qu'il nous disait, en termes de choix, ça peut être compliqué et ça peut participer à être contraignant derrière en termes de recrutement. Autre point, c'est que les agents ont également fait état de difficultés pour obtenir certaines informations clés lors du processus d'embauche, tels que les salaires, par exemple, les primes ou encore l'information précise sur leur lieu d'affectation, quel service, quel contexte. Parfois, ce n'était pas forcément évident. Notamment, certains nous ont dit que pour inciter à postuler, il faudrait savoir où on met les pieds. D'autres nous ont dit que justement, au niveau du salaire, entre ce qui est dit et ce qui est fait après, il y avait un décalage. Le salaire était moins que ce qu'on m'avait dit à l'oral, et quand j'ai demandé des explications, on m'a dit que c'était comme ça. Donc voilà, des décalages, un manque de transparence parfois lors des entretiens qui peut porter préjudice et qui nuit finalement à l'image de l'attractivité. Par exemple, notre infirmier qui nous a dit « je ne me souviens pas qu'on m'ait parlé à l'embauche des formations de spécialisation, de la formation continue, ça serait intéressant d'en parler ». Donc on voit aussi qu'il y a vraiment une volonté de pouvoir avoir des informations sur les opportunités de progression, les évolutions possibles sur les postes proposés. Donc un certain nombre de points qui manquent parfois lors des entretiens et qui peuvent porter préjudice par la suite. Dernier point qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui, c'est le frein qui fait écho, hein, encore une fois, à ce qu'on a pu vous présenter, c'est l'instabilité de la situation contractuelle avec des contrats donc très courts, de très courte durée, insuffisamment longs finalement pour s'intégrer, pour apprendre et pour expérimenter au mieux et dans un contexte favorable aussi, hein, sans stress, de manière beaucoup plus confortable finalement le métier.
Donc, c'est des choses également qui ont pu être mis en avant par nos interviewés. Je vous laisse maintenant la parole, à la fois soit sur le chat ou directement pour réagir. Je ne sais pas si Virginie, il y a eu des commentaires pendant l'intervention. Alors, il y a une réaction sur les questions de date de sortie, en indiquant que c'était également le cas pour les sages-femmes, où les sorties sont tardives et où ça peut être un frein. Voilà. Et maintenant, je ne sais pas si vous êtes certains à vouloir peut-être réagir. Peut-être déjà vous indiquer. Donc, on est vraiment sur des éléments de perception, hein. Nous, on n'a pas du tout émis de jugement par rapport à la situation. C'est plus en fait de dire en fait le fait que la situation est perçue comme ça. Ça nous semblait intéressant aussi de vous donner le point de vue de ce qui a été exprimé par des infirmiers et des aides-soignants, parce qu'on voit effectivement qu'on a un certain nombre, il y a des réelles difficultés, mais il y a aussi un certain nombre d'atouts qui pourraient être mis en avant. Alors oui, je vois effectivement des réactions sur le chat. Sylvie Roussel qui nous dit c'est vraiment les discours que l'on entend de la part des nouveaux professionnels. C'est vrai qu'on n'a pas abordé, dans certains cas, on fait référence aux générations X, Y, Z. C'est vrai qu'il y a aussi cet élément-là peut-être de profil ou d'attente un petit peu différente. On perçoit aussi que c'est ce rapport de force aussi, hein, qui change la situation, mais il y a aussi des éléments générationnels. Et puis, Anne-Laure, je ne vois pas son nom de famille, qui nous dit certains titulaires vivent mal le fait de devenir des variables d'ajustement. Les nouveaux recrutés posent leurs exigences, les titulaires s'adaptent. Donc effectivement, on a pu le voir aussi quand on a fait la cartographie régionale des métiers, et c'est aussi ça qu'on souhaitait pointer avec vous. On a aujourd'hui une part de contractuels qui est de plus en plus importante, hein. On l'a vraiment mesuré depuis la dernière vague de cartographie. Ça veut dire en fait que cette situation-là et cette relation un petit peu nouvelle dans le cadre du recrutement, effectivement, ça risque d'être quelque chose un peu au long cours. Ah oui, et donc Catherine Giraud aussi qui nous dit c'est tout à fait cela, mais c'est plus large que le personnel soignant. On rencontre également des difficultés sur les profils de secrétaire médical. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors le spectre en fait de l'étude qu'on a choisi, c'était de se centrer sur les infirmiers et les aides-soignantes. Alors à la fois de par la criticité, mais aussi parce que c'est des recrutements que vous faites de manière récurrente. Néanmoins, il y a un ensemble de constats qu'on pourrait poser aussi vis-à-vis d'autres métiers. Effectivement, j'ai Sophie qui ajoute que c'est vrai également sur le secteur administratif, hein, des fonctions en matière de RH ou de comptabilité. Et Anne-Laure, effectivement, qui nous dit les nouvelles générations semblent avoir un rapport beaucoup plus individuel au travail. L'environnement doit s'adapter à leurs attentes et non l'inverse. Il faut trouver un juste équilibre et ça n'est pas toujours évident. Et Karine qui nous dit, alors je ne suis pas sûre de bien lire la fin, le personnel titulaire devient là, mais je ne suis pas sûre, il faudrait peut-être juste terminer la phrase. Voilà. Est-ce que par rapport à ces... Ah oui, c'est ça, devient là d'être la variable d'ajustement. Donc effectivement, on le voit aussi sur la question, par exemple, de rejoindre des poules de remplacement avec le sentiment, effectivement, d'être un peu corvéable à merci et de se retrouver effectivement dans des situations où ils auraient besoin d'apprendre beaucoup. Voilà. Ce que je vois en tout cas dans vos commentaires, hein, c'est plutôt une adhésion au diagnostic. Encore une fois, hein, il n'y a pas du tout de jugement de notre part. C'est juste en fait un constat qu'on souhaitait partager et qui existe réellement aussi dans beaucoup d'autres secteurs d'activité. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à
donc à la partie suivante. Donc, ce qu'on souhaitait donc dans le prolongement en fait de ce constat, c'est pouvoir partager un certain nombre d'initiatives et de bonnes pratiques en matière d'attractivité et de recrutement. Et voilà, pour toute cette partie, je vous invite vraiment à ne pas hésiter à réagir et intervenir, puisque voilà, nous, on se fait comment dire, un peu le porte-parole de vos expériences, mais c'est vous tous aussi autour de la table qui avez ce type d'expérience. Alors, la première, premier élément qui nous semblait intéressant, c'est la notion de communication. Alors, vous l'avez, je pense, identifié. Il y a eu, notamment pendant la crise sanitaire, un certain nombre de communications qui, je pense, ont été plutôt négatives, en fait. Certains ont parlé aussi d'EHPAD bashing ou voilà, de communication un peu délétère. Donc, la première chose, en fait, c'était avoir aussi votre perception sur des initiatives de communication. Alors, ce qui se fait aussi dans beaucoup d'autres secteurs, cette question d'image, vous allez la retrouver dans énormément de métiers, surtout de métiers peu qualifiés. Et on voit en fait de la part d'institutionnels, donc là effectivement c'est notamment l'Agence régionale de santé qui avait lancé cette initiative, mais on voit beaucoup d'institutionnels et aussi de structures, voire d'ailleurs de petites structures, de start-up qui sur le web travaillent sur la manière de promouvoir les métiers, qui vont essayer aussi d'infléchir l'image de certains métiers. Donc là, vous voyez, ils avaient remis en avant l'aspect plus humain, en mettant en évidence, alors en travaillant sur des prénoms, en mettant en évidence la confidence entre deux personnes, donc vraiment en remettant en exergue le lien relationnel et avec une volonté de communiquer très très largement, puisque donc c'était fin 2019 et c'était une campagne à la fois web et radio. Et là, on va être sur des initiatives qui sont vraiment dès l'amont, puisque l'un des constats, effectivement, c'est de ne plus avoir suffisamment de personnes qui vont postuler ou avoir envie en fait, d'entrer dans ce métier d'aide-soignant. Donc, il y a un premier levier qui va être vraiment la question de l'image. Alors, ça peut être vrai au niveau institutionnel, mais on le verra après aussi, ça peut être le cas de la part d'établissements qui vont aussi travailler sur finalement l'image, par exemple, de la prise en charge de personnes âgées. Donc ça, n'hésitez pas sur voilà, sur votre perception aussi de l'utilité. Là, on est vraiment tout au début, en train d'inciter des personnes à se former, à rejoindre ce métier. Donc voilà, pour vous, établissement, est-ce qu'au final, ça vous semble des initiatives intéressantes ou pas? Peut-être aussi, est-ce que vous vous en emparez? Est-ce que par exemple, cette campagne-là, c'est des choses que vous avez peut-être réutilisées? Ça peut être intéressant à partager. Le deuxième type d'initiative qu'on voulait partager avec vous, c'est en fait tout ce qui concerne le fait d'orienter et de soutenir la formation sur les métiers soignants. Donc là, on n'est plus sur le registre d'image, on va être sur le fait dans un constat d'ailleurs un peu général en France, de difficultés sur un grand nombre de métiers en tension, de faire en sorte d'orienter aussi sur des métiers qui ont des difficultés de recrutement. Donc là, dans le cadre des entretiens avec le conseil régional, il nous avait notamment mis en évidence un outil qui est assez récent, qui va aider en fait en matière d'orientation. C'est-à-dire que vous avez donc des jeunes qui vont pouvoir indiquer leur centre d'intérêt. Est-ce que voilà, j'ai le sens du contact? Est-ce que je veux être utile aux autres? Est-ce que j'ai vraiment envie de soigner? Donc ça, vous avez toute une liste de critères. Et l'idée, en fait, c'est aussi d'amener par rapport à un certain nombre de métiers, puisque c'est aujourd'hui enfin, ça, je pense, toujours été, mais aujourd'hui, avec en plus des tensions importantes sur le marché du travail, vous avez aussi des jeunes qui considèrent assez anxiogène en fait le fait de pouvoir aller sur un métier, à la fois un métier qui leur plaît, mais aussi un métier sur lequel ils ont une certaine assurance de pouvoir trouver du travail. Alors, il y a aussi toutes les initiatives qui peuvent être de prendre en charge financièrement les formations d'aide-soignante, par exemple. Et puis, un dispositif aussi, alors, on souhaitait vous en parler parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose dont on parle dans votre secteur. En fait, France Compétences, donc l'organisme qui gère tous
les financements de la formation professionnelle en lien avec donc la DGEFP, donc le ministère du Travail, met en place dans le cadre de la crise sanitaire un dispositif dont l'idée va être d'accompagner des entreprises qui seraient amenées à licencier, qui auraient des difficultés liées à la crise sanitaire, de pouvoir accompagner des professionnels vers des métiers en tension. Donc, dans chaque région, en fait, on a une liste de métiers en tension qui a été actée, validée. Et ce qui est assez remarquable, c'est de voir que les aides-soignantes et les infirmiers sont quasi, alors je vais dire quasi parce que je ne vais peut-être pas toutes vérifier, mais en tout cas, elles sont systématiquement présentes dans ces listes. Donc, il y a vraiment une prise de conscience aussi de la nécessité d'orienter de manière peut-être plus volontariste et aussi de pouvoir faire des passerelles entre des personnes qui vont être dans des secteurs en difficulté et qui peuvent aussi aller vers ce type de structure. Alors, ah ben voilà, super. Merci, merci Florence Lemoine d'avoir mis le lien. Donc, Florence Lemoine avait été effectivement interviewée dans le cadre de cette enquête du Conseil régional. Alors, troisième bonne pratique, on va dire ça comme ça, c'est toute la question de la mise en valeur des établissements. On a vraiment la conviction qu'il y a un grand nombre d'atouts et de choses intéressantes et qui se passent dans les établissements. Là, j'ai pris l'exemple d'un EHPAD, les Jardins du Castel, où il y a une communication importante sur les réseaux sociaux, donc, qui est régulière. Donc, on va avoir donc à la fois une utilisation de Twitter avec une mise en valeur d'approches intéressantes. Alors non seulement plutôt appétissantes, mais aussi avec une vraie recherche. Voilà, ils mettent en évidence le fait qu'il y a eu trois textures systématiquement, donc texture normale, texture modifiée, texture manger-main. Donc une mise en évidence aussi du professionnalisme des personnes, le décloisonnement aussi avec des personnes âgées qui vont aller au cirque ou sur Facebook, voilà, avec des cours de professionnels, enfin d'un professionnel vis-à-vis des résidents. C'est une vraie interrogation et ça fait aussi écho à vos besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui ressort aussi de l'étude et de ce que nous ont dit les professionnels, c'était que aussi, entre guillemets, c'est un vrai métier aussi de travailler sur ces réseaux. Ça demande du temps, ça demande des compétences. Donc aujourd'hui, on a vraiment conscience que ça peut être une difficulté. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à nous dire si pour vous, ce sont des choses qui sont accessibles, qui sont faisables. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a effectivement des jeunes qui vont être sensibles en fait, à ce type d'initiative et que ça peut renvoyer aussi une image en fait, dynamique des établissements et donner peut-être une autre image que celle qui est finalement un peu vieillotte souvent de la manière dont ça se passe dans les établissements. Alors, toujours dans cette communication, alors ce qu'on a vu aussi dans un certain nombre de sites de vos établissements, c'est la chance que vous avez d'être en Bretagne. Donc, on a vu aussi donc, par exemple le site du CHU de Brest, le fait de promouvoir donc le cadre de vie, les excursions et les balades, la gastronomie et le sport. Et par exemple, le GHBS qui a vraiment travaillé aussi sur le fait pour l'été en particulier, de vraiment en faire un élément différenciant pour recruter, un peu comme ce qui se fait par exemple pour les saisonniers qui partent à la montagne ou à la mer. Alors ça peut paraître peut-être anecdotique, mais c'est pour ça qu'on souhaitait au départ vous donner une idée aussi de comment ça se passe globalement dans les secteurs. En fait, ça se fait aussi de plus en plus dans d'autres secteurs. Donc, il y a une notion aussi de plus en plus d'avoir recours en fait à ces outils-là et à ces démarches-là en fait pour recruter.
La quatrième bonne pratique, alors sur l'accueil des stagiaires, vous la connaissez, mais on voulait aussi en mettre d'autres en avant. C'est tout ce qui peut être réalisé avec les écoles. Alors, vous avez été plusieurs en fait à nous dire à la fois que vous faisiez des choses, mais aussi que ce serait plus à développer. Alors, on a interrogé à la fois des écoles et à la fois des établissements. Donc, on nous dit à la fois que effectivement l'accueil de stagiaires, ça reste vraiment la manière un peu privilégié d'intégrer des professionnels, qu'il y a aussi des démarches de diffusion des offres d'emploi aux écoles. Par contre, on a des initiatives de type forum de l'emploi qui, de ce qu'on nous a été dit en tout cas, serait plutôt à renforcer et développer. On a un cadre de santé qui nous dit par exemple, on avait un forum de l'emploi avec un IFPS, un institut de formation en soins de santé, des professionnels de santé, des collègues qui ont un IFSI, un IFAS et des ambulanciers. Et on faisait un forum de l'emploi pour le territoire et les jeunes formés rencontraient les employeurs. Mais depuis le Covid, ça s'est arrêté et c'est le seul qu'on faisait dans la région. Donc là, on voit aussi que ça peut être un levier intéressant, mais en tout cas, dans le contexte sanitaire, des difficultés et peut-être des choses qui pourraient être à renouveler. Le point aussi, alors qui est vraiment dans la continuité, c'est le fait de pouvoir peut-être aller chercher, et là aussi de manière proactive, d'autres profils. Donc là, on a vu plusieurs partenariats et plusieurs retours d'expérience. Un directeur d'EHPAD qui nous dit, voilà, nous, on a un bon partenariat avec Pôle emploi. On travaille aussi avec le point accueil emploi. À Château-Giron, par exemple. Et puis, une initiative qui était en fait l'idée d'une semaine de l'emploi avec un partenariat avec Pôle emploi, mais aussi soutenu par l'Agence régionale de santé, avec donc des sortes de job dating, de rencontres entre établissements et jeunes, pour le coup demandeurs d'emploi, donc mise en place dans toutes les agences locales avec des établissements qui sont venus sur une semaine. Et donc, on nous disait aussi que c'était intéressant parce que ça permettait aussi de mieux comprendre en fait les profils de demandeurs d'emploi, être un peu plus au clair sur aussi ceux qu'on pourrait accompagner. Aujourd'hui, on voit, et je pense que c'est le cas dans votre région aussi, de plus en plus d'initiatives qui vont être d'aller vers ces profils et de leur donner aussi l'occasion de tester les métiers pour ensuite pouvoir, donc le cas échéant, financer des formations, mais qu'ils aient aussi la possibilité de pouvoir tester ces métiers. Et puis donc l'ARS aussi, qui nous a fait part du travail qu'ils faisaient, notamment dans des contextes de recrutement en flux tendu, pour essayer de rapprocher l'ensemble des acteurs et de soutenir en fait, soit pour des remplacements durant l'été, soit dans le contexte bien évidemment de la crise sanitaire. Oups. Alors, un des volets, et on va y passer peut-être un tout petit peu plus de temps, qu'on souhaitait partager aussi avec vous, et je pense qu'il y a des établissements qui sont présents et qui ont travaillé, c'est toute la rationalisation et qui généralement aujourd'hui en fait va sur la digitalisation du processus de recrutement. Vous êtes en fait comme beaucoup de structures en fait avec des recrutements qui vont à la fois mobiliser un service RH, mobiliser des cadres dans différents services, et puis avec des volumes de recrutement importants. On l'a plutôt imagé par des outils. L'idée, c'est plutôt l'intérêt de travailler en fait sur le processus de recrutement et aux différentes étapes. Depuis en fait la visibilité sur le site, donc là on a quelques exemples de sites web sur lesquels voilà, on a d'une part une communication qui est plutôt dynamique, et puis sur lequel on va avoir aussi des offres d'emploi qui vont être très lisibles. Quand on fait un peu l'exercice en fait d'aller sur les sites et de chercher en fait la rubrique offre d'emploi, on va avoir une grande disparité. On va vraiment avoir des endroits où on voit que c'est vraiment quelque chose qui est un élément de communication fort, on va trouver assez rapidement. Les gens qui travaillent sur les sites web nous disent toujours, voilà, quand c'est important, il faut qu'on y aille en un clic. C'est vrai que peut-être que précédemment, c'était quelque chose qui était moins important. Aujourd'hui, c'est des choses qui pourraient être intéressantes à vraiment mettre en avant dès la première page. Et puis, on voit aussi en fait des endroits où on va recruter qui vont être peut-être
plus ou moins ergonomiques. Hein. Là, on a un exemple de page où on va pouvoir à la fois, de manière assez claire, hein, voir les offres d'emploi médical, les offres d'emploi non médical, avoir très clairement les offres de stage aussi, des candidatures spontanées. Donc ça, on sait aussi que c'est des choses qui vont jouer. Je vous disais tout à l'heure, hein, on a voilà, sur des populations jeunes, des gens qui vont être vraiment sensibilisés à ça, qui, alors notamment sur leur téléphone, vont assez vite abandonner si, voilà, si c'est quelque chose qui est pas ergonomique. Ils vont vite en fait zapper comme certains le font. Donc on a eu des témoignages, alors ça c'est absolument pas pour faire la pub d'outils, mais plutôt sur l'intérêt. Donc un établissement qui nous dit bah oui, il y a un outil qui s'appelle Between, qui est un outil de publication d'annonces et de traitement des candidatures qui permet d'envoyer des réponses automatiquement aux candidats. Et la réaction, justement, c'était de dire c'est à la fois le processus de recrutement, mais ça contribue aussi à l'amélioration de l'image, parce qu'on sait aussi que des candidatures auxquelles l'établissement va répondre en fait, de manière rapide, bah, ça va impacter aussi favorablement en fait, l'image de l'établissement. Donc, on est à la fois sur des questions de processus, mais aussi des questions d'image hein, qui vont être étroitement associées. Autre exemple, hein, donc ça c'est voilà, une recherche récente sur l'outil qui s'appelle LinkedIn. Historiquement, c'est vrai que c'était des outils qui étaient finalement assez spécifiques, hein, plutôt sur une population essentiellement cadre. Aujourd'hui, on voit que c'est des outils qui se sont très largement déployés. Et vous voyez, là, j'ai fait la recherche hein, sur infirmiers. Donc, on va trouver, alors c'est Île-de-France, hein, mais on a trouvé une fondation, Orpea, un hôpital au Plessis-Robinson et le groupe La Poste. Donc, vous voyez aussi que dans cette notion en fait, de marché en fait, un petit peu concurrentiel, le fait en fait, que vous ayez d'autres structures qui vont aussi donner de la visibilité sur leurs offres d'emploi, ça nous semble important en fait, que vous puissiez aussi avoir accès à ce type de démarche, puisque finalement, bah, on est sur un marché qui a un moment un nombre de personnes limité. Donc voilà, là on a des exemples hein, avec des recrutements voilà, actifs. On peut aussi postuler facilement. Donc il y a vraiment une espèce de facilité aussi avec des personnes qui, par exemple, peuvent traquer les alertes d'emploi. Donc qui vont en fait être informées à chaque fois que des offres d'emploi seront identifiées sur, par exemple, leur métier et leur région. Alors, sur la question du process, et encore une fois, ce n'est pas du tout sur, sur la publicité pour l'outil. Et d'ailleurs, j'ai volontairement mis un autre outil. L'une des problématiques qu'on voit et qui a été aussi témoignée dans l'étude, c'est la difficulté d'avoir un processus optimal entre le service RH, les services, le fait aussi de pouvoir gérer finalement à la fois des candidatures spontanées, et puis sur un volume qui est systématiquement un volume conséquent. Et dans les réflexions aujourd'hui sur les process et dans les outils qui en découlent, bah, on va avoir des outils qui vont permettre aussi de finalement gérer presque en temps réel, et avec des interfaces qui vont associer à la fois le service RH et les services eux-mêmes. Donc là, j'ai pris un exemple d'outils. Donc, vous pouvez imaginer que vous êtes soit au service RH, soit encadrant. Vous souhaitez donc recruter voilà, un infirmier. Vous allez avoir les nouvelles candidatures qui vont apparaître ici. Vous avez par exemple, alors dans le choix de cette structure-là, ils ont décidé en fait que le service RH allait plutôt proposer en fait, parmi les candidats ceux qui sont à rencontrer, et ceux qui sont plutôt à refuser. Donc, c'est plutôt le service RH qui va faire une proposition en fait, au service. Mais par exemple, un service pourrait très bien dire bah, non, moi finalement, celui-là, il était mis dans à refuser, mais j'aimerais le rencontrer. Donc, on va avoir quelque chose en fait, qui va
aider aussi sur la complémentarité entre services RH et les services. Et puis, on va avoir donc aussi la possibilité de regarder les CV directement, de pouvoir se dire, bah oui, oui, effectivement, on ne va pas garder cette personne-là, avec l'envoi ensuite d'un courrier, enfin d'un mail systématique. Et puis le faire ensuite, de pouvoir le passer en entretien, de le convoquer à un entretien. Donc, vous avez, je vois, vous êtes certains à essayer de regarder. Alors, on a nouveau candidat à refuser, refuser, à rencontrer et entretien. Donc, c'est vraiment une espèce de matérialisation en fait, du processus de recrutement qui va aller jusqu'à soit entretien à la fin, et puis là, vous avez d'autres catégories aussi qui vont aller sur voilà, j'ai recruté le candidat et je suis passé à la phase de contrat. Alors, au-delà de l'outil, ce qui est intéressant, c'est la manière en fait de structurer ce processus. Et ce que nous disent aussi les RH, c'est de tracer aussi. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez 2 personnes qui ont regardé un CV, on sera capable de savoir que Madame X a effectivement émis un avis positif et pointé peut-être tel ou tel atout, et que voilà, Monsieur Y a été peut-être pas tout à fait du même avis. Donc, il y a vraiment cette idée-là sur un volume en fait, de pouvoir gérer et tracer en fait, le processus de recrutement. La dernière chose qu'on voulait aussi partager avec vous, c'était la notion de CV Tech. On voit bien en fait dans les échanges aussi qu'il y a la question de comment je fais finalement pour gérer des candidatures qui vont peut-être pas non plus toujours être au bon moment. Vous avez aussi des personnes qui vont plutôt être prêtes à faire des remplacements ponctuels, par exemple. Et en général, on sait qu'une CVTech va pouvoir aussi répondre à un certain nombre de choses. Donc là aussi, ça va être un processus qui va être à définir, mais qui voilà, peut être intéressant parce qu'on va pouvoir aussi qualifier les profils. Donc, par exemple, si vous décidez de le faire sur des aides-soignants, vous allez pouvoir peut-être identifier que tel ou tel a plutôt, vous l'aviez vu par exemple pour le champ sanitaire, ça ne fonctionnait pas bien, mais par contre, c'est peut-être quelqu'un qui pourrait travailler dans l'EHPAD. Donc ça, c'est des choses aussi qui peuvent être tracées. Donc il y a vraiment en fait une possibilité en fait d'optimisation de ce processus-là, qui est quelque chose de finalement assez lourd, y compris dans certains cas pour des petites structures. Donc voilà l'exemple un peu qu'on souhaitait vous présenter. Et pour faire le lien en fait assez rapidement avec la GPMC, alors la NFH en fait vous accompagne depuis longtemps sur la GPMC. On voulait en reparler en fait aujourd'hui, puisqu'en fait quand on parle de ces questions de recrutement, on n'est vraiment pas très loin de la GPMC, on est même dedans, puisque c'est une approche qui va permettre de mieux cibler en fait les compétences que vous allez chercher, de mieux les gérer aussi si vous travaillez sur ces processus, et de mieux les anticiper. Donc il y a à la fois le travail qui a été fait à l'échelle de la Bretagne, avec l'idée de faire une cartographie des métiers, et donc on est bien aussi dans cette idée-là de quels besoins en compétences demain. On vient de le faire, par exemple, on a fait une enquête toute récente sur la région Grand Est. La question du recrutement des infirmiers est apparue de manière très nette. C'est-à-dire quand on avait fait dans votre région, donc l'année dernière, cette enquête, et dans d'autres régions, il y avait assez peu de postes vacants d'infirmiers. En Grand Est, on estime à peu près à près de 1000 postes d'infirmiers qui sont vacants. Et donc, on a vraiment vu un effet de la crise sanitaire. Donc, on voit l'intérêt aussi d'avoir ces mesures-là au niveau global. Et puis, au niveau de l'échelle d'un établissement, d'un GHT ou d'un groupe d'EHPAD, ça nous semble intéressant aussi, puisque la NFH vous propose en fait cet accompagnement, de se dire aussi que ça peut être une démarche qui va aider sur l'attractivité et le recrutement. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais ne serait-ce que pour faire une cartographie des métiers. On a par exemple des GHT qui ont travaillé à l'échelle globale du GHT pour ensuite avoir une base qui permette de travailler sur de la mobilité, sur des choses qui vont être aidantes. Ça peut être aussi l'occasion de travailler sur le process et les outils de recrutement. On a notamment des retours des consultants qui accompagnent sur le fait que ça peut être intéressant, au même moment où on revisite les fiches de poste, de travailler aussi sur la question des offres.
où voilà, on sait que ça va être important aussi de communiquer sur des choses qui sont lisibles, qui sont plus valorisées et qui sont aussi cohérentes en fait avec, avec le travail sur le terrain. Il y a un travail intéressant qui avait été fait par exemple sur tous les métiers éducatifs qui ont beaucoup évolué récemment. Et donc l'idée aussi, c'était de revisiter ces postes et ces offres d'emploi pour qu'il n'y ait pas ce décalage-là entre finalement ce qu'on m'a vendu, ce n'était pas tout à fait ça. Et puis ça peut être aussi l'occasion de travailler, donc là il y a des retours d'expérience aussi qui ont été mis en avant dans le cadre de l'étude, sur la mise en place d'un recrutement commun et harmonisé. On a en Bretagne ma GHT qui a travaillé sur le fait de se dire voilà, on va partager en fait le recrutement et c'est aussi une manière d'éviter la concurrence entre établissements. Alors, je vais peut-être proposer à David Roussel et Erwan s'ils veulent peut-être compléter sur la GPMC. Je les prends un peu au dépourvu. Mais... La parole. Oui, c'est bon. Oui, bah, écoute, les éléments que tu as présentés sont génériques, évidemment, sur l'accompagnement. La densité selon la taille de l'établissement, le besoin, son niveau d'évolution par rapport à l'accompagnement qui est proposé peut être différent, mais il part toujours, cet accompagnement, tu l'as évoqué, d'un financement NSH, mais surtout d'un besoin exprimé et d'un diagnostic posé avec l'un des prestataires retenus. Voilà. Donc, ce n'est pas du consulting pour du consulting, c'est vraiment une aide, un appui selon son niveau d'avancée depuis 10 ans que la GPMC existe dans sa forme quasiment pas finalisée parce qu'elle n'est jamais finalisée. Et le second point, effectivement, donc, au-delà de cet accompagnement, c'est qu'en parallèle, pas forcément avant d'ailleurs, on a aussi un outil qui s'appelle GSform, qui est connu de tous nos adhérents évidemment, et qui a depuis quelques années développé, nos services ici, le module GPMC. Alors, évidemment, avec l'actualité sur les entretiens professionnels, comment dirais-je, cet outil connaît un engouement important. Donc, il y a un petit peu un goulot d'étranglement en ce moment. Et je tiens à rappeler sur la partie GPMC que ce n'est pas l'outil qui fait la GPMC, c'est bien la stratégie d'établissement. Et même si tout le monde avait l'outil immédiatement, la préparation de la fiche de poste jusqu'aux différents besoins de cadrage aussi, hein, puisque l'encadrement participe à cette remontée d'informations par les entretiens, par l'alimentation de la connaissance, la meilleure connaissance des agents, des talents, on parle aussi de talents, qui travaillent au sein de notre structure. Donc, voilà, c'est vraiment, moi, je vous encourage, ceux qui souhaitent un accompagnement, ceux qui ont choisi cette année, cette période, pour mettre en place la GPMC, de nous demander un petit peu les tenants et les aboutissants. Et puis, dans GPMC, le plus important, peut-être pour l'avenir, et peut-être aujourd'hui le moins traité, c'est peut-être pour ça qu'on fait aussi un zoom spécifique, c'est le P de prévisionnel. On a anticiper parfois dans les établissements certaines évolutions qui sont en lien avec notre population active et puis en lien avec nos stratégies, l'évolution. Donc, c'est la raison pour laquelle on souhaite proposer, et là en l'occurrence c'est tout frais, on va se rapprocher de Pôle emploi et des missions locales pour voir en quoi ça peut partir de bases d'activités complémentaires sur la fonction publique hospitalière, de présentation des métiers relativement simples, hein, comme il était question tout à l'heure des forums. La NFH Bretagne participait à un forum et des fonctions publiques, pas des 3 fonctions publiques. De mémoire, en tout cas, je ne suis pas un ancien de la NFH Bretagne, donc de mémoire, le forum de l'emploi, la NFH, il n'y a peut-être pas participé. En tout cas, il y a une vraie pertinence dans ce travail collaboratif. On travaille avec l'ARS, le conseil régional qui est présent notamment aujourd'hui,
et puis d'autres partenaires, hein, tous les partenaires de l'emploi, de l'insertion professionnelle. Je pense aussi que, en petite partie dans un premier temps, mais certaines évolutions politiques, les récentes décisions de l'ANFH, notamment sur le financement, sur l'ouverture vers l'apprentissage, participeront, on l'espère, à réduire ces écarts, à ouvrir la fonction publique, la belle fonction publique, à un maximum de personnes volontaires et compétentes. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, si j'ai bah oui, oui, si. Ce que je vous propose peut-être, c'est de réagir un peu sur ce partage d'expérience. Je crois que vous avez notamment certains établissements, je pense, ont travaillé sur leur process, utilisent peut-être aussi ce type d'outils. Alors encore une fois, ce n'est pas pour faire de la publicité, ou peut-être qu'on a des pros aussi des réseaux sociaux, donc ce serait intéressant que vous puissiez prendre la parole. Je vais attendre un petit peu, en général, quand on met un peu de silence. Alors, je vais regarder. Non. Si on a des... Ah, si, alors, Florence... Alors, on a quelques réactions. Alors, sur l'outil, on a le nom d'un des outils présentés. Donc, il s'appelle Welcome to the Jungle. Donc, c'est un peu... En fait, c'est effectivement une structure qui travaille à la fois sur des outils et qui produit en fait beaucoup de choses sur les jeunes et l'emploi. Aussi des préconisations sur la manière de les aborder, qui propose aussi des présentations de métiers qui sont un peu ludiques. Donc Florence Lemoine, donc du Conseil régional, nous dit pour la formation AS, les sorties de formation seront échelonnées dans l'année, car il y a des rentrées en septembre et entre janvier et mars. Voilà. Merci pour cette information. Qui entraîne une question qui est donc de monsieur ou madame Gézéquel. Quels sont les IFAS bretons qui organisent des rentrées décalées? Alors, je vais peut-être pouvoir prendre la parole si vous Oui, voulez tout à fait, allez-y. Merci beaucoup. Donc, Florence Lemoine du Conseil régional. Alors, je ne vais peut-être pas faire la liste là aujourd'hui, mais en effet, dans les nouveaux textes qui sont parus récemment, il est prévu donc une rentrée en septembre et une seconde entre janvier et mars. Alors, normalement, c'est pour chaque institut, mais nous, on est parti sur la logique au moins à l'échelle d'un département pour qu'on ait un peu cette logique d'entrée et sortie permanente. Alors, on ne peut pas être tout à fait dans une logique d'entrée et sortie permanente parce qu'il faut aussi qu'il y ait des jurys de certification. Donc, on ne peut pas non plus organiser des jurys de certification toute l'année, mais on aura quand même des sorties qui seront quand même en amont. Je voulais préciser parce qu'en début d'intervention, il y aura en effet des cohortes qui vont sortir fin juillet, début août, mais on aura aussi d'autres cohortes qui sortiront à d'autres moments de l'année. D'accord, c'est important. Voilà. Et donc, juste par rapport à la formation AS, alors juste pour préciser, en effet, que par rapport à l'augmentation de l'offre de formation, alors c'est aussi peut-être un moyen, et on espère, de réguler les difficultés de recrutement, mais dans le cadre du Ségur de la santé, il y a une augmentation assez forte de l'offre de formation sur la région Bretagne, avec plus 20% de places pour les infirmiers et plus 50% de places pour les aides-soignants. Donc, ce sont des places qui ont été réparties vraiment sur l'ensemble du territoire breton. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir pallier aux difficultés de recrutement. Merci beaucoup pour ces précisions importantes. Et la réponse. Alors, on a une remarque aussi. On constate que les établissements doivent désormais consentir à des dépenses supplémentaires, effectivement, services communication, outils de gestion des candidatures, pour avoir un retour sur investissement s'agissant des recrutements soignants. Pas toujours facile dans des petits établissements hospitaliers en déficit. Effectivement, on voit bien que ce process de recrutement nécessite à la fois des compétences et des éléments financiers. Donc oui, vous avez tout à fait raison. Il y a des choses à inventer aussi en termes d'accompagnement. C'était le sens aussi de cette intervention.
Est-ce que vous avez d'autres choses que vous souhaiteriez partager? On va continuer. N'hésitez pas, hein, il sera toujours temps de lever la main. Un petit mot, Virginie, Oui. juste histoire de rappeler à la cartographie qui a été notre travail initial l'an dernier. Oui. Il y avait une remarque en début de séminaire, en début de webinaire sur les sages-femmes. Oui. Les problématiques, c'est aussi un effet volume. Hein. Je viens de rejeter un œil sur la carte, je n'avais pas tous les chiffres en tête. On a quand même 15 000 aides-soignants dans la fonction publique hospitalière en Bretagne, 13 000 DE et 607 sages-femmes. Donc, effectivement, on peut connaître une tension dans certains métiers, mais dans ce cas-là, sur lequel il y a moins de personnes, mais on est plus sur des métiers qu'on appellera orphelins. Pour le métier de sage-femme, c'est quand même un comble. Mais par contre, effectivement, quand on est beaucoup moins dans un établissement ou sur un territoire, la problématique existe aussi. Et il veillera aussi à pouvoir, en tout cas, accompagner les compétences dans ce sens. Alors, le dernier point en fait qu'on souhaitait partager avec vous et qui était d'ailleurs plutôt de vous poser la question, et donc la NFH a préparé un petit sondage pour ça. Donc, quand on a questionné donc, sur cette étude et donc sur les échanges, hein, que ce soit donc avec, vous avez vu des cadres, des directions, des responsables RH, on a perçu en fait, et ils ont été même clairement exprimés, des besoins de formation sur 3 champs. Le premier, c'est tout ce qui est autour du développement de la marque employeur. Alors, c'est peut-être un petit peu pompeux comme terme, mais voilà, c'est en fait comment je peux promouvoir l'activité de mon établissement et surtout comment je peux le faire sur les outils numériques. Hein. Donc, on en a parlé. On voit que c'est aujourd'hui, vis-à-vis de jeunes, un canal qui est presque indispensable. On voit bien que ça pose effectivement beaucoup de questions. Vous avez des grosses structures dans lesquelles ça va plutôt être un service communication qui va faire ça. Donc, ça pose aussi des questions de compétences, de qui fait, hein, entre effectivement le service RH, la communication, ou s'il n'y a pas du tout, puisque voilà, pour des EHPAD aussi, ou des petits établissements, ça peut poser des questions. En tout cas, dans les attentes exprimées, il y a l'idée de pouvoir être accompagné sur cet usage. On le retrouve d'ailleurs, hein, sur d'autres aspects. Je crois que c'est dans des offres que fait la NFH déjà, hein, de pouvoir aussi s'outiller et de fixer des règles aussi, hein, sur l'usage de ces outils. La deuxième chose, c'est vraiment autour de la gestion des recrutements, du process et des outils. Donc là, on est plutôt sur un besoin qui est clairement un besoin au niveau du service RH, le souhait de pouvoir voilà, retravailler sur le process de recrutement entre les services, de travailler sur, par exemple, la mise en place d'une CVTech. Ça peut être aussi un travail sur les offres d'emploi elles-mêmes, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc là, on peut avoir une partie des choses qui peut être abordée dans le cadre de l'accompagnement à la GPMC, mais ça peut être aussi des choses vraiment très spécifiques au recrutement et la question aussi de l'accès à un outil. Donc ça, c'est un peu le deuxième volet de demande de formation. Et puis, la troisième, c'est tout le volet plutôt des entretiens et des techniques de recrutement. Donc là, on va être à la fois, parfois pour des personnes des services RH, mais beaucoup en fait sur les cadres de santé ou d'autres cadres. Hein. Encore une fois, on parle plutôt là des soignants, mais on sait très bien que ça peut concerner aussi toutes les autres populations de l'hôpital. On a choisi un propos qui est assez illustratif. Hein. On nous dit, voilà, je pense que recruter est un métier, qu'il faudrait une formation pour recruter. Comment on aborde un candidat, sur la manière d'aborder un entretien de recrutement, l'identification des potentiels, former aussi sur mieux communiquer sur les atouts de l'établissement. Ce n'est pas des compétences que les cadres de santé ont. Donc là aussi, on imagine bien qu'il y a eu un apprentissage vraiment sur le terrain, mais on a d'autres retours qui peuvent être, par exemple, comment faire un entretien court
hein. Voilà, on peut avoir, par exemple, une certaine habitude de faire des entretiens qui vont durer 3/4 d'heure, 1 heure, mais certains nous disent, bah, voilà, maintenant, on se retrouve à faire des entretiens à distance ou des entretiens plus courts, ou des entretiens voilà, de type un peu dans des job dating. Donc, on va vraiment avoir juste 1/4 d'heure pour un candidat. Donc, sur quoi il faut se centrer. Et ce qu'on a aperçu aussi, c'est que vraiment, ces demandes-là, elles sont aussi bien sur comment j'évalue le candidat que voilà, comment je mets en valeur aussi le poste. Et puis, comment aussi j'aborde des sujets. On l'a vu dans les propos à la fois des cadres et d'AS ou d'infirmiers récemment embauchés. Voilà, certaines nous ont dit bah, le sujet du salaire, il n'a pas été spontanément abordé et moi, je n'ai pas osé. Donc, on voit aussi qu'il y a des sujets qui sont, alors peut-être dans des établissements abordés très, très librement et dans d'autres peut-être moins. Et aujourd'hui, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, c'est aussi un retour de ces jeunes qui sont de dire, bah voilà, on n'a pas forcément toutes les clés en main. Et il y a peut-être des choses qui seraient intéressantes à valoriser, y compris dans les opportunités de formation, puisque c'est quand même un élément très, très différenciant de votre secteur, à la fois par rapport au secteur privé dans la santé, mais à beaucoup d'autres secteurs. Il y a vraiment des opportunités d'évolution et de financement de la part des employeurs qu'on ne va pas du tout retrouver dans d'autres secteurs d'activité. Donc voilà un peu les besoins qui ont été exprimés en matière de formation. Et donc pour la NFH, le souhait, c'était aussi que vous puissiez réagir en fait, hein, pour nous dire si ça correspond effectivement à des besoins. Pour vous, pour les cadres, puisque l'idée est après de pouvoir réfléchir au développement d'une offre, alors soit la Bretagne, mais aussi au travers de l'offre qui est partagée en fait au niveau de la NFH. Donc je ne sais pas si c'est fait. Ah ben voilà, c'est formidable. Donc Erwan vous a mis en ligne en fait un questionnaire. Donc, vous allez avoir à la fois votre avis sur ce premier webinaire, ce premier rendez-vous, et également sur donc nous dire si pour votre établissement, il y a un enjeu ou pas à travailler sur ces sujets, hein, sur l'attractivité, sur la promotion, sur le recrutement, et également si vous pensez que ce sont effectivement des formations en fait, sur ces sujets-là pourraient vous aider. Donc à la fois sur ces questions de promotion de l'établissement, de gestion de recrutement, des process et des outils, et des entretiens et des techniques de recrutement. Alors avec la magie de la technologie, on voit vos réponses en direct. Et puis également donc, votre intérêt par rapport au dispositif d'accompagnement à la GPMC. Donc vous êtes très vraisemblablement plusieurs à l'avoir déjà mobilisé. Voilà, ça nous semblait intéressant aussi à l'aune de ces questions de recrutement de pouvoir vous poser la question. Donc, je vois que vous répondez, c'est très, très bien. On est à 12 réponses. Ah, et quelqu'un nous dit, je n'ai pas le questionnaire en visu. Karine Giraud. On va essayer de voir, sinon on doit pouvoir vous le renvoyer juste après. Voilà les éléments qu'on souhaitait donc partager avec vous donc lors de lors de ce premier rendez-vous. Pour nous, c'est vraiment, et je pense pour la NFH, hein, l'amorce d'échange sur tout ce sujet-là de recrutement, d'attractivité. Et puis, donc, on aura d'autres rendez-vous également. Je vais peut-être passer la parole à la NFH pour clôturer ce premier rendez-vous. Merci Virginie, merci à tous ceux qui ont participé à ce premier. Ce n'est pas terminé, hein, c'est vraiment l'objet de notre journée Carrefour Formation. Mardi prochain, même heure, si je ne m'abuse. Oui, même heure. L'intégration des nouveaux agents. Et le mardi suivant, la thématique aussi importante, c'est les leviers à mobiliser pour... j'ai un trou. Les leviers, la fidélisation. La fidélisation, l'attractivité, voilà, de la continuité hospitalière. Voilà. Merci pour tout cela. Je vous rappelle effectivement que vous avez la possibilité de parler de ces webinaires autour de vous. Hein, les inscriptions ne sont pas closes, donc il est toujours possible de continuer à vous inscrire et en parler autour de vous.
Voilà. Tout à fait. Et peut-être une précision également, donc ce n'était pas le cas aujourd'hui, mais pour les 2 prochains webinaires, donc vous aurez un témoignage. Donc pour le séminaire sur l'intégration des professionnels, donc c'est Loïc Perron qui va venir en fait nous expliquer et puis échanger avec vous sur ce qu'il a mis en place, donc tout le processus d'intégration. Ce qu'on a vu dans le cadre de l'étude, c'est finalement tout un débat, ou en tout cas des interrogations assez pratiques sur la question du tutorat, sur la question des nouveaux arrivants. Et on a trouvé vraiment intéressant ce qui avait pu être mis en place donc au niveau du GHBS, avec finalement un panachage d'un certain nombre de solutions. Donc ça nous semblait intéressant de pouvoir partager ce témoignage-là avec vous. Et puis sur la fidélisation des agents, donc c'est Monsieur Potier en fait qui est à la fois DRH et directeur des affaires médicales au CH Guillaume Régnier, donc un établissement de santé mentale, et qui voilà là aussi amènera sa vision. Ils ont fait un certain nombre de choses aussi sur à la fois la qualité de vie au travail, mais aussi les éléments entre vie personnelle, vie professionnelle. Donc il y a une réflexion vraiment globale qui nous semblait intéressante, qui reprendra aussi finalement des illustrations sur ce qu'on a vu aujourd'hui, mais de manière concrète et mise en œuvre au niveau du centre hospitalier Guillaume Régnier. Donc voilà, je vous invite à venir aussi entendre ces interventions avec des personnes qui vont vous témoigner de leur expérience très concrète et très actuelle. Merci Virginie, merci à tout le monde. Merci. Donc à mardi prochain. Voilà, merci beaucoup. Bon après-midi et donc à bientôt. Au revoir.